à tous. On va commencer donc cette table ronde sur les femmes dans la restauration et la gastronomie. Et alors les chiffres ont déjà été donnés depuis ce matin, mais peut-être que des gens nous ont rejoints en cours de route. Donc je me permets de commencer cette table ronde par quelques chiffres. Donc 39, c'est le nombre de chefs femmes étoilées Michelin en France en 2021. Elles étaient 33 en 2020 et 27 en 2019. Si je vous dis 7, maintenant vous êtes incollables. 7, c'est 7 chefs à être triplement étoilés dans le monde. Et maintenant, dernier chiffre, 31 et 50%. Une étude de Fork datant de 2021 révèle que dans la majorité des brigades, les femmes représentent entre 31 et 50% des effectifs. Donc un chiffre encourageant qui pourrait nous laisser penser que la parité n'est plus très loin, mais l'équilibre reste fragile, ça on le sait tous. En effet, notamment dans les secteurs de la restauration et de la gastronomie, les femmes doivent faire face à un univers qui reste très souvent masculin, brutal, pourrait-on dire. Elles doivent pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée, avec entre autres des horaires qui ne sont pas favorables à une vie de famille, mais rien ne les décourage. La gastronomie, c'est un art, et la restauration, c'est le pouvoir de nourrir, de partager et de faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui encourage les femmes à se lancer dans ces secteurs? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi choisissent-elles malgré tout la restauration ou la gastronomie? Quel poste occupent-elles? Arrivent-elles à faire bouger les lignes? Et si oui, de quelle manière? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni pour cette table ronde des femmes au parcours différents, mais riches, en rencontres et en histoire. Je vous les présente de ce pas. Blanche Loiseau, vous êtes chef de cuisine. Après un parcours riche que vous allez partager avec nous, c'est en juin 2021 que vous avez intégré la brigade du relais Bernard Loiseau à Saulieu, un lieu prestigieux dans lequel vous exercez sous la houlette du chef Patrick Berton. Barbara Sequalino, à 31 ans, vous êtes la directrice du prestigieux restaurant La Côte d'Or relais Bernard Loiseau à Saulieu. Bienveillante et soucieuse du détail, vous avez exercé dans de prestigieux établissements aux côtés de chefs réputés. Vous nous raconterez dans un instant quel a été votre parcours. Hanan Abdelli, vous êtes la fondatrice de Mamanissa, un concept de restauration rapide premium de spécialité algérienne à Paris. Un fast-food, ça j'ai adoré le terme, j'avoue, pardon, petit aparté. Un fast-food avec des recettes traditionnelles cuisinées dans un cadre moderne, à partir d'un sourcing de qualité, de produits bio, locaux. Votre parcours est atypique, car avant de vous lancer dans le monde de la restauration, vous avez eu une première vie professionnelle dont nous allons parler dans quelques instants. Anne-Sophie et Anne-Claire, alors il manque Annabelle, mais vous êtes 3 sœurs qui avaient créé Chez Mes Sœurs. C'est une aventure qui a commencé en 2017. Donc Anne-Sophie, vous êtes en charge du développement de la marque à travers les différentes évolutions de Chez Mes Sœurs, à savoir la 2e boutique rue Musette à Dijon, la création d'un laboratoire et même la naissance d'un distributeur dont le prototype a été testé à la Toison d'Or. Vous êtes également responsable de la partie traiteur et de la gestion de la 2e boutique rue Musette à Dijon. Et puis Anne-Claire, à 30 ans, vous gérez la boutique Avenue Concorde. Vous êtes également responsable de la communication, du marketing, des réseaux sociaux de Chez Mes Sœurs et la gestion des événements, c'est également vous. Et Annabelle travaille à la boutique Avenue Concorde. On est d'accord. Donc merci déjà à toutes d'avoir accepté notre invitation. Et donc on va commencer par la première question. Moi, ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé sur cette table ronde, c'est vraiment, en quelques mots, quel a été votre parcours professionnel, parce que je sais qu'Anan, c'est un parcours particulier et différent. Donc du coup, quel a été votre parcours professionnel et quel a été le déclic, l'élément déclencheur pour travailler dans la restauration, la gastronomie? Qui veut commencer? Anne, est-ce que tu commences? Bonjour. Effectivement, je suis nouvelle dans la gastronomie, dans la restauration. Je me suis lancée il y a 2 ans. Avant ça, j'étais actuaire, c'est-à-dire que je faisais des modèles mathématiques pour l'assurance et la finance. C'est un diplôme d'ingénieur en mathématiques que j'ai obtenu après avoir fait l'ESSEC. Donc j'ai travaillé pendant 12 ans en entreprise. J'étais cadre supérieur, j'encadrais des équipes. Et la quarantaine approchant, je trouvais que
Intellectuellement, je m'amusais bien dans mon travail, qui était confortable, etc. Mais je trouvais que ça manquait de concret et j'avais besoin de créer quelque chose qui ait du sens pour moi. Alors, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Je cherchais l'idée du siècle et tout. Et je réfléchissais à ça tout en ayant mon travail, mes 2 enfants. Et l'idée m'est venue, le déclic est arrivé le jour où ma maman, en fait, mes parents sont originaires d'Algérie. Mes enfants ont un papa breton, une maman d'origine algérienne, et pour eux, l'Algérie, ce sont les plats de mamie, les plats que leur mamie maternelle leur prépare. Et on parlait avec ma mère des plats que mes enfants aiment bien. Et là, elle me dit, donc moi je lui disais c'est bien parce qu'elle nous réunit souvent le week-end, on est 5 enfants avec tous les petits enfants, elle prépare ses plats et c'est vraiment ce qui nous lie à notre culture d'origine. Et ma mère me dit ce serait bien que tu apprennes à faire ces plats pour tes enfants, je serai pas toujours là. C'est une partie de notre culture, ce serait bien que ça reste dans la famille. Et là, donc moi évidemment, j'ai jamais pris le temps, j'étais toujours à 200 à l'heure, j'ai jamais pris le temps d'apprendre à faire ces plats. Et ma mère, là, me donne un livre. On parlait tout à l'heure de livres, de transmission. Là, on est vraiment dedans. Elle m'a donné un livre qu'elle a reçu à Alger en 78 pour qu'elle apprenne elle-même à cuisiner. Souvent, les filles, dans ces pays-là, soit elles sont avec leur maman, elles apprennent à cuisiner très jeunes, en les regardant faire, en faisant pour les mariages, etc. Soit elles peuvent apprendre plus tardivement, comme ça a été le cas de ma mère, parce qu'elle avait fait des études. Et donc, elle n'était pas restée à la maison pour regarder sa maman faire. Elle s'est mariée, elle avait 24 ans, elle n'était pas au point sur certains plats traditionnels, donc elle a reçu ce livre sur lequel elle avait appris. Et elle me l'a donné, en me disant « à toi maintenant d'apprendre ». Et c'est en regardant, en feuilletant ce livre, où je me suis aperçue qu'il y avait tout un tas de recettes que je trouvais pas dans les restaurants en France, qui faisaient partie de mon enfance, des plats que j'avais toujours mangés. Et donc j'étais avec mon mari, et je lui dis « franchement, je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec ce livre, il y a plein de plats que j'aimerais faire découvrir ». Et là, c'est parti franchement d'une boutade. Il me dit, t'as qu'à ouvrir un resto. Et de fil en aiguille, j'ai regardé, je me suis dit qu'il y avait peut-être de la place pour un restaurant, pour ces plats. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur la thématique Algérie en France et à Paris en particulier. Je me suis renseignée. Et là, je me suis dit, je vais me lancer. Alors je vous en parlerai, mais évidemment, même si j'avais fait une école de gestion, même si je faisais des modèles de maths, etc., je me suis dit, me lancer dans la restauration, j'y connais rien, je serai jamais légitime. Donc je me suis renseignée sur les écoles de restauration, et là j'ai trouvé une formation à l'école Ferrandi, qui s'appelle Ferrandi Entrepreneur, qui est un incubateur, qui permet à des personnes comme moi, en reconversion professionnelle, qui ont des compétences en gestion, mais qui connaissent pas la restauration, de se lancer. Donc j'ai passé des entretiens, etc. J'ai pu intégrer cet incubateur donc je vous en parlerai, qui m'a vraiment permis de construire mon projet, de partir d'une idée et de ressortir avec Mama Nissa, qui est donc le restaurant que j'ai créé. Nissa, c'est ma maman. C'est pour lui rendre hommage que j'ai appelé ça Mama Nissa, tout simplement. Ce matin, Estérelle parlait des cuisines de maman. Il y a souvent la maman, la mère, quelque chose. Bon, là, c'est Mama et Nissa, c'est ma mère. Voilà, donc je vous en parlerai plus, mais c'est mon parcours. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous, il y a pas mal de similitudes avec la LAN. Nous aussi, c'est très en famille et notre maman est très présente aussi dans notre projet et puis dans la création de chez Messa. Parce que, alors nous, on a foncé un peu tête baissée. Hein. Franchement, on a eu envie un jour, on a dit allez, on y va, c'est parti, on s'est pas posé de questions. Et heureusement, parce que peut-être qu'on on en aurait posé, peut-être qu'on n'aurait rien fait du tout. Nous, on avait juste envie de travailler en famille, de se retrouver toutes les trois. On a toutes les trois un parcours très très différent, un peu atypique pour moi. J'ai été maman très jeune, à 17 ans, j'ai quitté vite la famille. Du coup, on avait envie de se retrouver. Mes sœurs sont parties faire leurs études à Lille, moi j'ai continué ma vie à Dijon. Et du coup, c'était vraiment le souhait de travailler ensemble. Moi, j'étais visual merchandiser et manager dans le commerce. Anne-Claire, elle a fait une école de commerce de mode à Lille, et notre petite sœur Annabelle terminait son master en français, didactique du français et langue étrangère. Donc elle était plutôt destinée à être instite, Anne-Claire plutôt destinée à être visual merchandiser. Et puis, donc moi, j'étais manager de boutique. Donc, on a tout arrêté il y a 4 ans et demi. Et puis, on a décidé de se lancer toutes les trois. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment le partage. Donc, il se trouve qu'on fait beaucoup de cuisine du monde.
Mais nous, c'était vraiment le partage, la convivialité, l'envie de partager ce que nous, on vit au quotidien chez nous, les grandes tables, tout le temps du monde, tout le temps envie de cuisiner, de faire découvrir, en fait. Et vous avez... Je sais pas si ça marche. Vous m'entendez? Et vous aviez même vécu aussi à l'étranger. Enfin, votre maman, vous disiez, quand on a échangé ensemble, vous avez vécu à l'étranger. Votre maman, elle aime beaucoup aussi les cuisines du monde. Oui. Donc c'est aussi ce partage-là que vous aviez envie d'avoir avec vos clients. Tout à fait. On a eu la chance, pas notre petite sœur parce qu'elle est trop jeune, mais toutes les deux avec Anne-Claire, on a eu la chance de voyager et d'habiter 4 ans à Madrid. Et du coup, voilà, c'est surtout la cuisine du Sud qui nous anime. Et on essaie de retransmettre ça à nos clients, qu'on reçoit, comme je disais, un peu comme des invités chez nous. C'est vraiment, chez mes sœurs, c'est chez nous, c'est le reflet de notre famille, de ce qu'on aime. On retrouve des choses à chacune de nous trois dans nos boutiques. Il y a des photos de nous, de la famille, on retrouve des livres, nos livres. Enfin, voilà, c'est vraiment recevoir les clients chez nous. C'était ça, le partage, l'idée de la création de chez mes sœurs. Et puis aujourd'hui ça se développe, mais c'est vrai que nous on n'a pas fait d'école du tout de restauration, on n'a pas fait d'études dans la restauration. On est suivi par un consultant en hygiène et sécurité alimentaire, qui est un homme, avec qui on s'entend extrêmement bien, et qui nous a beaucoup aidés. Donc nous, il nous aide beaucoup les hommes autour de nous, et notre papa le premier. Voilà. Super, merci beaucoup Anne-Sophie. Moi c'est classique, moi je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, clairement. Ma sœur, quand elle est née même, elle habitait au-dessus de la réception de l'hôtel, donc elle a fait ses premiers pas dans l'entrée. Moi après ils avaient quand même acheté une maison. Un petit peu de vie de famille, c'est chouette. Moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine, rien d'autre depuis que je peux m'en souvenir. Très têtue, moi je voulais partir direct à 14 ans, en apprentissage, ma mère m'a dit attends, tu passes ton bac, tu fais un peu d'études, et il y a plein de super écoles hôtelières en post-bac, et c'est un truc que je regrette pas du tout, parce que déjà en post-bac, moi j'ai fait l'Institut Paul Bocuse, et on était en cuisine 55 ans je crois, hommes-femmes. Et en management, c'était même 60-40 en femmes, 60% de femmes. On était une majorité de filles à l'école hôtelière, une grosse majorité. Et il y avait pas trop, du coup, on était dans un environnement assez privilégié. Parce que les professeurs à l'école hôtelière, ils avaient une majorité de filles, donc ils n'avaient pas vraiment d'un côté trop, il n'y avait pas de sexisme, il n'y avait pas de, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème à l'école hôtelière. Et c'est vrai que du coup ça permettait aussi de faire des études de management, de gestion, de ressources humaines, ce qui manque gravement dans la cuisine aujourd'hui, parce que finalement on gère des gens, des hommes et des femmes, et malheureusement c'est quelque chose de très humain, et les chefs souvent à l'ancienne, malheureusement ils n'ont pas eu accès de faire des études et de savoir ce que c'est que les ressources humaines et de savoir gérer des gens, alors que finalement en cuisine un chef, il fait plus beaucoup de cuisine. Il doit gérer sa brigade, il doit gérer ses équipes. Voilà. Et du coup, j'ai fait plein de stages partout dans le monde. Oui, donc du coup, Blanche, vous avez un bachelor en art culinaire de l'Institut Paul Bocuse. Et après, donc du coup, vous m'aviez dit des stages chez La Serre. Oui. Et puis après à Gérone aussi. Oui, j'étais chez La Serre à Paris. Où j'ai eu la chance d'être quelques semaines avec Claire Heitzler en pâtisserie, ça c'était génial. Et après j'étais chez les frères Roca à Gérone, où là c'est un univers de fou. Pareil, j'étais venue avec beaucoup de filles en cuisine. Bon, chez La Serre c'était virulent, c'était assez violent. Du fil de la cuisine. Et c'était je crois la première fois où justement une des premières fois où il y a un gars qui m'a chopé par le bras, ça fait, moi je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, en fait, j'ai 17 ans, je suis mineure, donc prochain contact physique, je porte plainte. Et le gars, il a fait un bond. Moi je sais même pas pourquoi aujourd'hui, à 17 ans à peine, j'ai osé lui dire ça, quoi, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir grandi dans une cuisine où ça se passe bien. On a un chef d'un calme assez olympien. On n'a jamais eu de sexisme chez nous.
Son père, il a toujours essayé de mettre en avant voilà, des femmes chefs comme Reine Samut à l'époque, il l'adorait, dès qu'il pouvait faire des télés ou parler d'elle, il le faisait. Donc chez nous, nous on a une famille très matriarcale entre guillemets parce que mes deux grands-mères, elles tenaient la baraque. Ma grand-mère maternelle, dans les années 50, son mari s'est barré, elle s'est retrouvée seule avec 4 enfants, elle avait pas le permis de conduire, elle n'avait jamais travaillé de sa vie, en même temps, elle est née en 26, hein, c'est ces époques-là. Les femmes, elles étaient à la maison. Donc elle s'est retrouvée seule avec les 4. Ma mère, après, elle s'est retrouvée seule avec nous. Elle tient la baraque. Donc pour nous, être une femme dans notre famille, ça n'a rien de sensationnel et on fait ce qu'on veut. Enfin, non mais c'est marrant parce que c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance de. En fait, on n'est pas limité par ça. Là, je suis partie un an au Japon. J'ai dit à mon mec, bah ciao, je reviens dans un an. Il m'a dit, bah, trop bien, je vais poser un mois, je vais venir te voir. Enfin, il n'y a pas de souci. En fait, on n'est pas limité parce qu'on est une femme, mais c'est une chance aussi. Moi, j'ai une maman qui m'a dit, en fait, tu fais ce que tu veux. Ma mère, à 18 ans, elle a pris son sac à dos, elle s'est barrée faire un petit tour du monde. Elle voulait aller bosser à Paris, elle a bossé pas à Paris, elle a fait ce qu'elle voulait. Donc moi, elle m'a montré qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une mère et une grand-mère au taquet et qui m'ont montré qu'en fait, et alors bah oui, non, mais c'est une chance, j'en suis consciente parce que je suis pas limitée et je suis pas angoissée à me dire putain, j'ai envie d'aller au Japon, mais comment je vais faire? Puis mon copain, je vais quitter un an, mais comment ça va se passer? Je m'en fous. Je lui ai dit, il savait que je voulais aller au Japon, je lui ai dit je pars un an, dans un an quoi. Bon, il est venu voir, tout va bien. C'est une réalité aussi, et puis voilà, là, du coup, avec ma sœur, on a repris l'entreprise il y a une petite année. À fond, parce que j'ai une grande sœur, on est 3, ma mère, ma grande sœur et moi. C'est même pas fait exprès, mais c'est un truc de bon dresse. Hein. Et c'était une volonté de revenir au relais après justement avoir eu ce parcours-là professionnel. Enfin... Ah, c'était une évidence. Enfin, pour moi, j'allais revenir là. D'accord. Je ne voyais pas ailleurs. Enfin, j'ai beaucoup voyagé et je voulais pas non plus me pointer les mains dans les poches. Sans avoir rien fait, parce qu'on est dans des milieux où il y a toujours cette grande question de la légitimité. Quand est-ce qu'on est légitime et est-ce qu'on l'est un jour? C'est pas évident, hein. Puis même nous, toute seule dans la tête, ça cogite, hein. C'est assez angoissant. Et moi, j'ai eu la chance je suis arrivée en cuisine, la brigade extrêmement bienveillante. Enfin, il y a aucun problème, femme ou pas femme, ils s'en foutent un peu. Enfin, il n'y a pas du tout de débat là-dessus, donc tant mieux. Et puis ma sœur, elle est devenue vice-présidente du groupe. Et oui, nous, on est à quoi 52 ou 54% de femmes, je crois, sur le groupe. Et après, c'est pareil, c'est pas forcément fait exprès, mais on recrute des gens bien, quoi. Sur les compétences. Compétences, complètement, il n'y a aucun jugement. Très bien. Merci beaucoup, Blanche. Alors, je sais pas si on dit oui, et du coup, le parcours de Barbara, c'est quoi? Je suis désolée, mon micro ne marche pas. Alors, moi, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai commencé en seconde générale, je vais revenir un petit peu il y a un moment. Seconde générale, j'ai dit à ma mère, justement, moi, ça m'ennuie, j'ai pas du tout envie de faire ça. Elle m'a emmenée à l'école hôtelière la plus proche et la proviseure de l'époque, qui était une femme, m'a dit, est-ce que t'es motivée? Parce qu'il va falloir être motivée. Je lui ai répondu oui. Et j'ai passé mon bac général en 2 ans, au lieu de retaper une année en bac techno, en seconde techno. Ce qui m'a amené à un BTS. Alors moi, j'ai fait toutes les études possibles pour pouvoir travailler le plus loin possible. J'avais envie de rester à l'école et ça m'a bien plu et ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Alors je sais pas si ça aurait changé quelque chose que je fasse moins d'études, j'en sais rien. En tout cas, j'ai choisi de faire ça. Bac techno, BTS hôtelier, mention sommellerie. J'ai fait 2 licences, dont une qui m'a permis de voir un petit peu plus le côté artistique que j'ai en moi. Voilà, j'ai fait une mention dans une licence en design culinaire. Donc j'avais vraiment besoin de travailler ça, mon côté artistique, que je n'ai plus vraiment aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le fais à la maison. C'est pas bien grave. Donc j'ai travaillé dans le packaging alimentaire pendant quelques mois, avant de me souvenir que mes premiers amours, c'est la salle. Et la salle, j'ai commencé en tant que première femme chef de rang chez Guy Martin, 2 étoiles Michelin. Pas facile. On arrive avec des hommes qui ont 30 ans de maison, 25 ans de maison. Donc faut s'imposer. J'ai des origines italiennes et des origines allemandes, donc j'ai un caractère qui fait que ça fonctionne. Bien trempé.
Alors c'est pas facile tous les jours, il y a eu des premières expériences où on apprend à avoir de la répartie. À 17 ans, j'avais pas la répartie de ma voisine de gauche. Et puis après, on grandit. On fait une ou 2 années chez Guy Martin, on va travailler en tant que manager au Train Bleu, et puis surtout 3 belles années, allez 2,5 pour ceux qui regardent et qui pourront corriger, 2,5 chez Jean-François Piège en tant que maîtresse de maison. Et puis je suis arrivée en décembre, d'abord chez l'Oiseau de Gauche à Paris, restaurant qui a fermé, mais qui a emmené mon petit parcours à Saulieu. Voilà, j'ai déménagé, j'étais parisienne, et me voilà en Bourgogne. À Saulieu. C'est pas Dijon, c'est pas Dijon. Voilà. Exactement. Donc on avait besoin de verdure et je pense que j'ai trouvé ma place à Saulieu. Voilà. Voilà pour mon parcours. C'est pas très loin de Paris, c'est clair. Voilà pour mon parcours. Merci Barbara. Alors du coup, on a commencé à en parler, mais j'étais assez curieuse de savoir si justement dans votre parcours professionnel, vous aviez des anecdotes qui étaient liées à votre genre, qui étaient liées au genre. Chez Jean-François Piège, donc j'ai été maîtresse de maison. Il y a une salle magnifique au grand restaurant 2 étoiles Michelin. C'est une salle magnifique avec une verrière très design. Et on avait des guéridons. Il y a toujours des guéridons en forme de triangle. Et un jour, un charmant monsieur me dit, vous sortez la planche à repasser, mademoiselle? Donc, évidemment, là, j'avais un petit peu plus de maturité pour lui répondre à ce charmant monsieur. J'ai dit que chez nous, c'était les hommes qui repassaient et que si ça lui plaisait pas, la porte était de l'autre côté. Voilà. Ça fait partie des choses que j'ai pu avoir. Mais à l'époque, chez Guy Martin, j'écrivais ce qui se passait sur un petit bouquin. Et ça me fait plaisir de temps en temps de le ressortir et de me dire que ça m'arrive de moins en moins souvent. Comment? Il doit avoir de l'or, c'est pas Oui, j'ai écrit, en plus, c'est du papier un peu en parchemin. Je me dis que ça fait comme si c'était il y a très très longtemps, mais finalement j'ai que 31 ans et ça m'arrivait très très jeune aussi. Il y a des choses honteuses qui se sont passées, des hommes qui sortent leur carte de visite et qui mettent ça sur un plateau de débarrassage pour les demoiselles qui travaillaient avec moi. Des hommes qui demandent à des jeunes femmes qui repassent les nappes si elles veulent aussi repasser les caleçons de ces messieurs. J'en ai une liste qui pourrait vous faire plaisir, je pense, et qui pourrait vous mettre en colère. Voilà, à partager. Voilà, ça c'est mes petites anecdotes à moi que j'aimerais bien éviter d'en avoir des supplémentaires à vous raconter, mais ça se passe encore. Et c'est honteux. Et je pense que mes voisines en auront autant que moi, enfin j'espère pas, mais voilà, il y a des choses qui se passent qui devraient plus se passer. Voilà. Moi, celle qui m'a fait le plus peur, je crois que c'est une des seules fois où j'ai vraiment eu la trouille. Je bossais chez nous, dans notre propre restaurant, on va dire la connerie humaine. Et il y avait un gars en pâtisserie qui passait ses journées à faire des blagues, toujours plus dégueulasses les unes que les autres. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans, enfin, j'étais pas grande. Et il se dit, Blanche fesse et les 7 mains. Alors, je dis, ok. T'es au courant que je bosse à la fille de ta patronne, enfin, je sais pas, même je m'en fous, mais à un moment donné, à quel moment? Et plus tard dans la semaine, les chambres froides, la plupart, pas toutes, la plupart d'une chambre froide, donc d'un grand frigo dans lequel on rentre entièrement, quand on ferme la porte, la lumière s'éteint. Donc moi, je suis dans la chambre froide fric, on s'en va en parler de la cuisine, et donc ce cher monsieur arrive, ferme la porte, donc je me retrouve dans le noir avec lui. Il dit, ouais, on est seul dans le noir. Je me suis mis en position, comme si je formais mes poings, et j'ai hurlé. En plus, c'est en plein milieu de la cuisine, tout le monde entendait. J'ai hurlé, j'ai dit, putain, tu ouvres cette putain de porte! Et là, franchement, là, j'ai les chocottes de ma vie, quoi. Et je me dis, le mec, il fait ça, dans mon propre restaurant, à une gamine de 14-15 ans, où est la limite? Et là, j'ai eu les chocottes. Ouais, c'est sentir toute puissance aussi. Je pense que c'est vraiment la pire, quoi. Parce qu'après, bon, des remarques à la con, ça c'est à la volée, mais celle-là, elle m'a vraiment fait. Normal, c'est une agression. En fait. Oui, non, mais voilà. Mais il y a 10 ans, c'est bête à dire, mais il y a 10 ans, au final, on nous disait même pas qu'il y avait des agressions au travail. Enfin, on le savait, enfin, moi j'ai toujours eu cette notion, je sais pas, enfin, pour moi, il y avait toujours cette notion d'agression physique.
comme moi le gars qui m'a chopé par le bras, où j'avais la trace des mains, hein, pour dire la violence. Tout de suite je me suis dit, waouh, ça c'est interdit quoi. Même si c'était pas encore, et encore j'ai eu la chance, j'ai pas eu d'agression physique, sexuelle ou quoi que ce soit. Moi, le nombre de moi je crois que j'ai pas une amie ou une connaissance dans la restauration qui s'est pas pris des mains aux fesses, des réflexions, enfin ça n'existe quasiment pas. Et moi je pense que j'ai eu la chance de pas être, parce que je répondais constamment et je me battais quoi. Chez la Serre en pâtisserie, je trouvais ça extrêmement dur parce que la chef pâtissière était une femme et quand elle n'était pas là le soir au service, ses deux sous-chefs, ah bah ça y est, hein. Il y en avait une jeune stagiaire, ils s'acharnaient sur elle constamment. Et moi je suis montée 2 semaines, mais ça s'est parti, je leur hurlais dessus. Les serveurs ils sont venus en pâtisserie voir ce qui se passait. J'ai pété un scandale, j'ai dit je suis désolée, on peut pas parler comme ça à un être humain, mais peu importe. Enfin, à un moment donné il y a des choses, c'est inacceptable. Et le traitement, il était le même pour les femmes comme pour les hommes, ou est-ce que le bras qui a été pris, c'était un traitement qui était commun entre guillemets en cuisine? Est-ce que c'était une maltraitance entre guillemets équivalente aux hommes? Lui en l'occurrence, je suis pas sûre que c'était parce que j'étais une nana. Mais par exemple, quand ma chef de partie était pas là, le sous-chef, au lieu de l'appeler par son prénom, il appelait l'autre pute. Donc là, on se dit, ah, c'est sympa le stage. C'est aux petits oignons. Ah ouais, non, mais l'ambiance, elle était sympa. Et bon. Après, moi, si j'ai un conseil à dire, c'est, mais gueulez, quoi. Enfin, dites quelque chose. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'au pire, il va vous arriver quoi? Souvent, les maltraitances, c'est qui? Ça dépend, mais souvent. C'est des chefs de parti, c'est des commis, c'est des sous-chefs. C'est pas l'autorité. Enfin, c'est pas les grands. C'est rarement, en tout cas, je fais pas une généralité, mais c'est rarement les patrons ou les chefs. Et ils vont faire quoi? Ils vont vous virer de votre stage? Ben non. Et au pire, c'est eux qui vont se retrouver dans la merde. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ils vont faire quoi? Au pire, ils me virent de mon stage. Mon école, elle me trouve un autre stage. De manière concrètement, pour une jeune de 16 ans, moi, c'est en pâtisserie, elle osait rien dire. Elle s'est dit, je vais me faire virer. Je dis, mais non. C'est eux qui vont avoir un problème. C'est eux qui sont en tort. Mais c'est pas facile de se le dire et c'est pas facile d'oser dire quelque chose, quoi. Concrètement, enfin, à l'instant T, là on parle, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais quand on est dans la réalité des choses, on sait pas comment on peut réagir. C'est pas facile, quoi. Est-ce que je peux me permettre justement sur le sujet des violences en cuisine, il y a une association, quoi. Voilà. Excuse-moi, Blanche. Il y a justement, à ce sujet, il y a eu tellement de témoignages, et tellement de drames dans les chambres froides. C'est quand même un endroit qui revient toujours dans les problématiques des violences physiques et sexuelles en cuisine. Il y a une association qui a été créée qui s'appelle bondir.e, qui est sur les réseaux sociaux, vous la trouvez facilement sur Instagram, où c'est des femmes chefs qui viennent intervenir beaucoup dans les écoles, et on travaille sur la sensibilisation et surtout sur l'écoute auprès des victimes, comment réaliser qu'on était ce qui s'est passé, et notamment par rapport au droit du travail, pour le faire respecter avec des affiches et de la sensibilisation. Donc c'est un sujet qui est en train d'essayer d'être justement pour pouvoir conseiller les victimes. Voilà. Mais surtout que c'est pas tous des gros cons, ils sont pas tous. Enfin, moi j'ai travaillé quasiment qu'avec des hommes, hein. C'est la réalité. Et il y en avait plein qui étaient extrêmement sympas, extrêmement bienveillants, qui s'en foutaient en fait, qui faisaient pas la différence. Alors après, bien sûr, on essaie d'en faire plus, quoi. On porte des trucs lourds. Moi, je sais que moi j'ai des amis, des gars, ils sont tout bêtes comme ça, ils portent pas ce que je porte, hein. Et parce que c'est physique, c'est juste à un moment donné, c'est une question, c'est tout. L'autre jour, je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais, je suis pas une demoiselle en détresse, hein, je sais que j'arrive à le porter. Non, mais ça m'a agacé, je me dis, ah non, porte pas la cagette. Je dis, non, mais c'est bon. J'ai regardé mon je fais, t'inquiète, ça, je sais que je peux le porter. Et si j'y arrive pas, j'aurai l'intelligence de demander de l'aide. Que ce soit en salle ou en cuisine. Oui, c'est bien. Et je pense que souvent, d'ailleurs, les femmes, elles ont l'intelligence de dire, est-ce que tu peux m'aider? Parce que ça, je peux pas. Et c'est pas grave. Au pire, on prend un diable, au pire, on prend un truc. Parce que demander de l'aide, qu'est-ce qu'il y a de faible là-dedans? Moi, ça m'agace. Si je leur dis, le jour où toi, t'arriveras pas à porter un truc, tu viens me voir, je te fais un coup de main. Il faut laisser farcir les sacs de farine de 30 kilos. Non? Voilà. Oui, c'est ça. Anna, toi, au vu de ton parcours justement atypique, alors je sais pas si c'est ce que tu vas dire là tout de suite, mais justement, toi qui viens pas du monde directement de la restauration et de la gastronomie,
tu m'avais dit, enfin quand on avait échangé ensemble, que justement tu sentais qu'il y avait quand même dans l'apprentissage et un certain pas formatage, mais une violence qui était quand même commune là pour le coup et aux hommes et aux femmes, et que les hommes parlaient assez brutalement, on va dire. Oui, complètement. En fait, je viens du milieu de la finance, de l'assurance, qui est un monde assez masculin aussi, assez où il y a du sexisme au quotidien, où j'essayais aussi de m'impliquer pour inciter les jeunes filles à aller vers les filières scientifiques, à pas se censurer, etc. En arrivant dans la restauration, j'ai vu du sexisme très caricatural en fait. Par rapport à ce que je voyais avant, où ça me choquait, mais là je me suis dit, parfois, franchement, j'ai des exemples qui sont tellement limites que j'étais perturbée au départ. Par exemple, l'année dernière, j'avais un commis, et heureusement il est plus là. Un matin, donc il faisait beau, je suis arrivée, j'étais en robe, mais franchement une robe au genou, dans ce qu'il y a de plus classique, dans ce qu'il y a de plus couvert. J'arrive, je vais en cuisine pour comme tous les matins, je lui dis bonjour, et là je le vois, il jette son torchon, il s'en va, il commence à s'énerver, etc. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me répond même pas. Je vais voir son chef, je lui dis mais qu'est-ce qui lui arrive? Il me dit il apprécie pas que tu sois en robe. Non mais véridique. Je lui dis mais j'étais décontenancée, ça évidemment je crois que c'était la première fois que je mettais une robe, il faisait beau, c'était ma première année de fonction. Et je savais même pas quoi dire en fait. Alors ma mère est souvent au resto, elle était là, je vous raconte même pas. Elle était hyper choquée en me disant mais même en Algérie, personne n'aurait faire ça et tout. Enfin bon, on était choqués. Et je lui avais dit écoute, si t'es pas content, tu quittes cet établissement. Enfin c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Là chez moi, c'est moi qui définis les règles et je viens habiller comme je veux. Et tout le monde vient habiller comme il veut ici. Donc quelques mois après, il est parti, heureusement, mais je vous assure que je savais pas comment réagir au début, parce que je voulais pas être dans la violence. J'ai toujours mis toutes les formes avec l'équipe, parce que nouvelle dans le métier et tout, et là c'était vraiment étrange, quoi. Ou alors un autre exemple, lorsque je montais la boîte, en fait, avant l'ouverture de Mamadissa, on a fait des travaux qui ont été longs, qui ont été laborieux. Il y a eu le premier confinement en mars 2020. Les travaux se sont arrêtés. Là, le bailleur m'appelle. Alors, le bailleur, c'est une famille qui détient plein de biens à Paris. C'est le père, le fils. C'est très masculin. C'est très le bailleur dans ce qu'il y a de plus caricatural aussi. Et il se trouve que dans Mamadissa, mon mari est aussi associé. Il s'est associé, puis ça rassurait vachement les banquiers en fait, qui est un homme. Le bailleur, c'est un peu, oui. Non, mais la vraiment, question 3, c'était un peu ça. C'était aussi, est-ce que dans le milieu de la restauration, certaines étapes sont plus faciles à franchir ou à vivre quand on est un homme? Ouais. Et on en avait parlé quand on avait échangé ensemble. C'était aussi sur la question du financement. On en parlait aussi ce matin. Tout à fait. Donc là, c'est donc le bailleur qui appelle pour réclamer ses loyers. On était en pleine crise sanitaire, confinement, le local n'était pas exploitable, tout s'était arrêté, je savais que j'allais pas lancer mon activité, donc j'essayais d'argumenter et de faire en sorte qu'ils comprennent et qu'ils me fassent une remise sur les loyers. Et là, donc c'était pas le fils qui a une trentaine d'années, mais c'est aussi un sacré personnage, c'était le père, et le père qui me dit « Passez-moi votre mari. Passez-moi votre mari. » Et bon, il a eu mon mari qui l'a bien reçu, mais pareil, en fait, ce sont des situations auxquelles on n'est pas préparé, je crois, et où je savais même pas quoi dire. En fait, je me suis dit, il veut même pas discuter avec moi des loyers parce que c'est peut-être un sujet de mec, et il a discuté avec mon mari, et ça a été là aussi, c'est perturbant. Voilà. Il y a que des hommes qui payent des loyers. Non, mais c'est ça. Il y a que des hommes qui parlent entre hommes, en fait. Ils se comprennent. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est une question aussi d'apporter de la sécurité, de l'assurance. Ça rassure que le mari puisse encore gérer les comptes. Si jamais. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Si on fait du shopping et on dépense. Exact. Non, mais c'est ça. Non, j'ai dit ça rassure si jamais on va tout dépenser en faisant du shopping. Donc... Oui, mais il y a encore des hors gastronomie, mais effectivement, ça j'avais déjà entendu. Demander la carte bleue à son mari pour pouvoir aller faire du shopping. Ouais, il y a des exemples comme ça, franchement, il y en a plein, et chaque année ou chaque mois, je découvre des choses qui me laissent sans voix. Anne-Sophie, un quart des anecdotes? Rien à voir. Alors ouais, nous rien à voir, on risque de vous décevoir. Je pense que tous les deux nous sommes outrés de vous écouter depuis tout à
à l'heure, même si on imagine, on se doute, nous on n'a jamais travaillé dans de grande cuisine ni quoi que ce soit, et dans tout notre parcours on n'a jamais eu ce genre de problème anecdotique entre un homme et une femme. Nous particulièrement on est une équipe de 13 personnes aujourd'hui, que des filles sauf un garçon, et c'est plutôt lui qu'on maltraite en fait. Bon, alors ça, du coup, on le coupe pas. Non, bien sûr que, enfin voilà, je dis ça en rigolant bien évidemment, mais bon, alors c'est un concours de circonstances, que ce soit particulièrement féminin, mais en tout cas, tout va bien pour nous de ce côté-là. Très bien. La vérité des choses, c'est que parfois ça se passe bien. Oui. Faut continuer à bosser dans la restauration aussi. Hein. Oui, et ce que disait aussi Barbara, c'est que finalement, le fameux livre de nu, il se réduit. Enfin, là, il y a moins de remarques aussi qui sont de choses violentes. En tout cas, ça dépend simplement aussi des endroits dans lesquels vous travaillez et que vous exercez. On parlait aussi, est-ce que ça se passe dans d'autres pays Ils ont de trop la le même choix. manière Genre, ouais. C'est qu'à un moment donné, on commence à le dire aussi que ça se passe mal. On commence à y avoir des procès, ça commence à être médiatisé. Donc à un moment donné, il y a des sous-chefs qui virent, il y a des chefs de parti qui sont virés. Mais après, bon, malheureusement, c'est pas parce qu'ils ont mal agi, c'est parce que ça a été médiatisé ou qu'on en a parlé. Donc c'est pas bon pour l'image de l'entreprise, etc. Mais au moins, voilà, ça les oblige à agir quand même. Et à un moment donné, mais d'ailleurs pas que dans la cuisine, enfin ça devient assez général dans beaucoup de milieux maintenant. Parce que des milieux masculins où il y a des problèmes, il y en a quand même. Du coup, pour en revenir à ça, est-ce que, alors on parlait de financement ou du fait que l'homme pouvait apporter la sécurité, même hors cadre finalement, enfin là il est associé, mais c'est bien ton affaire même Anissa. Et donc du coup, effectivement, est-ce que dans la gastronomie, est-ce que dans la restauration, il y a encore des étapes qui sont difficiles à franchir quand on est une femme? Ou est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles justement parce que, enfin, c'est la même question avec l'homme. Est-ce que c'est plus facile quand on est un homme pour certaines étapes? Moi, j'ai trouvé dans le processus de création d'entreprise que c'était quand même le parcours du combattant. Que quand on est une femme, c'est difficile, non pas parce qu'on est une femme, c'est parce que dans la restauration, mais je pense que dans plein de secteurs, c'est pareil, l'écosystème autour est aussi très masculin. C'est-à-dire que moi j'ai eu le bailleur, c'était un mec avec son père et tout le poids de la tradition et de leur façon de faire. Au niveau de la banque, j'ai eu aussi des hommes. Quand on regarde même quand j'ai fait faire les travaux sur le chantier, heureusement que j'avais un architecte qui faisait le suivi et qui parlait aux gars sur le chantier. Franchement, quand j'arrivais, j'ai 41 ans, mais parfois on donne moins que mon âge, et puis ils voient une fille arriver, ils m'écoutaient pas. Pour eux, j'y connaissais rien, en travaux, je pouvais pas dire, là, c'était pas très lisse, je passais toujours par l'architecte avec qui je m'entendais super bien. Et je me rendais compte que, à chaque étape, en fait, dès lors que j'avais un homme comme interlocuteur, il fallait soit que j'essaie de m'imposer, soit que je sois avec l'archi, le mari, et c'était pas évident. Et le fait d'être passé par cet incubateur chez Ferrandi, ça m'a donné confiance. Vous savez, à l'incubateur, on était une promo de 12 personnes, et sur les 12, on était 8 femmes. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes qui entreprennent dans la restauration, c'est parce qu'on a besoin de ce type de structure, on a besoin d'être rassuré. On est souvent on le disait, dans cette recherche de légitimité, dans ce sentiment d'imposture. Et on est hyper soudés, évidemment. On a chacune lancé notre restaurant, mais on se rend compte que des structures comme ça sont essentielles pour accompagner les femmes, parce que ça nous donne aussi toutes les armes pour nous défendre, pour avoir les arguments, parce qu'on est coaché. Il y a des chefs avec nous. Mon parrain, c'était Eric Trochon, qui est un super chef, qui est vraiment dans l'accompagnement, qui m'a aidé, qui m'a encouragé. On a tout un écosystème qui est chez Ferrandi, mais je pense qu'il y a plein d'autres incubateurs comme ça, où il y a des experts comptables, des agents immobiliers, on a vraiment pour toutes les étapes de notre création d'entreprise, des personnes qui viennent, qui nous briefent, qui nous donnent des conseils, et franchement, malgré ça, quand on est sur le terrain, on est confronté à des difficultés, mais on est quand même préparé. Et ça, c'est vachement bien. Donc, j'espère qu'il y aura plein de structures comme ça pour aider les femmes à entreprendre.
Bon bah oui, toujours pareil, hein. On n'a pas rencontré de problème particulier. Hein. Bon alors effectivement, Alan, comme les travaux, bien sûr. En fait, je crois, au final, je vous écoute et je crois qu'en fait, nous, notre force, c'est que non, on est 3 tout le temps. Donc on est plus force en fait. Et je le dis souvent, je pense que pour mes sœurs c'est pareil, mais toute seule, j'aurais certainement pas fait ce qu'on a fait aujourd'hui. On a évolué très vite, en 4 ans, on a fait énormément de choses, on a créé une équipe, on a soudé une équipe. Notre équipe, elle fait partie de la famille, c'est ce qu'on dit aussi. Et du coup, on se sent toujours plus forte. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on ressent pas forcément tout ça qui paraît quand même assez pesant. On a l'impression de se battre quotidiennement. Alors bien sûr qu'on se bat, qu'on travaille dur, mais on est 3 en fait. Et on est 3, et quand on n'est pas physiquement toutes les 3 ensemble, on est tout le temps à se textoter, à s'appeler, tout le temps. Du coup, on est plus forte. Je pense que c'est là qu'il faut réagir, parce que vous êtes 3 sœurs, mais c'est là qu'il faut que les femmes qui veulent entreprendre de venir travailler en restauration n'aient pas peur. Parce que plus on va être de femmes, moins on aura ce genre de comportement en face. Et c'est là qu'on aura gagné, parce qu'on gagne déjà pas mal de choses, on a nos petites victoires par jour. C'est comme ça que je les appelle, parce que c'est comme ça que je passe des bonnes journées, quand j'en ai au moins une. Et sur ce sujet-là, ça me tient vraiment à cœur. Donc je pense que plus les femmes viendront travailler avec nous, moins on aura ce genre de comportement, parce qu'on fera bloc, en fait. Et ils arrêteront peut-être de nous emmerder. Voilà. Après, moi j'ai pas eu les étapes, j'ai pas eu trop d'empêchements ou trop de blocages. En plus j'ai eu de la chance, mes premières expériences c'était chez Nadia Samut dans le sud, donc il n'y avait pas de souci avec les femmes là-bas. Au contraire. Après, quand on est une femme dans la restauration, la réalité aussi c'est que on doit faire un peu tout plus. On est toujours là tôt, on montre qu'on est là, on montre qu'on se bat, on montre qu'on sait faire, on montre qu'on sait porter des trucs lourds, enfin, constamment. Pour légitimer aussi cette présence. Dire que nous aussi on peut le faire, parce que en fait on a l'impression que juste de faire autant que les gars, parfois, c'est pas pour tout le monde, heureusement il y a des biens, mais parfois ils se disent ouais, qu'est-ce qu'elle fout là un peu quoi. Si on fait pas autant, voire plus, ça va pas, ou on ne sait pas assez. Et donc c'est vrai que parfois c'est fatigant. Et dans certains secteurs d'activité, dont la restauration, on sait que ça peut être compliqué de pouvoir mener de front une vie personnelle, enfin une vie familiale et une vie professionnelle. Là, la crise du Covid a permis aussi de mettre ça en lumière, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et donc, certains restaurants ont aussi changé leur manière de fonctionner. Est-ce que, justement, dans la restauration et la gastronomie, vous voyez d'autres évolutions qui pourraient être possibles et bénéfiques pour les femmes? Moi, j'ai un petit exemple concret. C'est que on a embauché un couple à Saulieu, donc lui est le chef adjoint et sa femme est chef pâtissière. Ils travaillaient déjà pour nous dans notre restaurant Oiseau de Duc à Dijon, ils étaient en binôme, et là maintenant ils sont tous les deux à Saulieu. Et Lucie nous a demandé si elle voulait absolument être à mi-temps. Elle a dit ouais, et Lucie nous on a dit carrément quoi. Elle a dit voilà, c'est vrai qu'avec le confinement j'ai pu passer du temps avec mes enfants, et maintenant en plus elle est tout petit. Et nous on dit pas de soucis, on s'adapte, tu veux faire quoi? Elle me dit je suis fan de chocolat. Je dis vas-y, tu gères la chocolaterie. Et en plus, en fait on s'adapte, et c'est en l'occurrence de gérer par exemple la chocolaterie, elle peut faire les horaires qu'elle veut. Donc elle s'adapte, on s'adapte aussi à ses horaires. Après c'est un choix. On a aussi une femme chef à l'Oiseau d'Essence maintenant, qui aimerait bien avoir ses dimanches soirs pour adresser tous ses enfants, donc à voir si on peut soit adapter les jours de fermeture, soit rattraper sur d'autres jours. Enfin, après nous on est une petite structure familiale, donc on peut s'adapter. Enfin, on a aussi la volonté de s'adapter. C'est ça. Et après c'est vrai que c'est pas évident. Nous maintenant tous les employés ont 2 jours et demi de congé consécutifs. Souvent en plus c'est lundi, mardi, mercredi midi, mercredi soir, jeudi, vendredi. Donc qu'ils soient dans le bistrot ou le gastro, ils vont aussi partir le mercredi, parce qu'on sait que c'est quand même le jour des enfants.
On essaye un petit peu de s'adapter. Bon, c'est pas peut-être à notre petite échelle, mais... C'est une évolution importante aussi. Non, moi je voulais dire que dans l'équipe, j'ai une jeune femme qui est enceinte. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une maladie non plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Jusqu'au jour où elle me dira, je tiens plus, etc. On a encore eu une discussion, c'était hier soir avec elle. Je lui dis, préviens-moi, c'est tout bête, on avance les horaires, on fait ce qu'on peut. Tu iras peut-être plus au petit déjeuner que le dîner, comme ça tu pourras te reposer le soir. On allégera, on fera ce qu'il faut. Mais du moment qu'on discute, en fait, du moment que la conversation est ouverte, je lui disais encore hier, tu me préviens. Si tu as envie, pendant le service du soir, d'aller t'asseoir 5 minutes, c'est bien moi qui vais comprendre qu'on en a marre de marcher et que c'est fatigant, et je suis pas enceinte, donc évidemment, prends du temps pour toi, il n'y a aucun souci. Mais si tu me dis rien, ben, je peux pas savoir. On est à 5 mois de grossesse, tout va bien. L'idée, c'est d'ouvrir la communication. C'est pas de dire, elle est enceinte, elle se débrouille, c'est pas une maladie. Voilà, ça c'est, je pense, un petit progrès de ce qui se passe aussi pour les femmes. D'organiser, vous voyez, moi je travaille avec mon conjoint, c'est l'inverse, c'est lui qui est en 3/4 temps pour que monsieur puisse aller courir. Voilà, et c'est moi qui bosse plus. Donc il y a aussi ça, il y a des femmes qui veulent bosser en fait. Lui aussi veut bosser, attention, parce que s'il m'entend tout à l'heure, voilà. Lui aussi veut bosser, mais il a aussi une passion à côté. Alors que ce soit les femmes ou les hommes, on a le droit d'aménager l'emploi du temps comme il est possible de faire en fait, du moment que ça respecte, on respecte le temps de travail quand on y est, etc. Voilà, alors moi je fais pas de sport mais je bosse. Donc lui il a son 3/4 temps, elle aura un temps aménagé, du moment que la communication est ouverte. C'est juste ça en fait, que ce soit des femmes, des hommes, pour un dimanche soir, Lucie qui voulait plus s'occuper des enfants, mais ça pourrait être l'inverse aussi. Ça c'est, je prêche aussi pour moi, le jour où j'en aurai des enfants, peut-être que ce sera mon conjoint qui s'en occupera. Et il sera très heureux de le faire aussi. Et c'est là aussi qu'il faut juste discuter. C'est pas parce que je suis une femme que d'un coup je vais arrêter ma carrière pour avoir des gosses en fait. Je serais très heureuse d'en avoir. Je serais encore plus heureuse que monsieur s'en occupe plus que moi. Mais voilà, il y a aussi cette partie-là. J'en veux des enfants. Je veux m'en occuper, évidemment. Mais voilà, juste une communication entre l'entreprise, la femme, l'homme, le couple, etc. Voilà, rien d'autre à rajouter. Très bien, merci beaucoup. Chez Mamanissa, au niveau des conditions de travail, en fait, dans mon équipe, j'ai un chef qui est séparé, qui a ses enfants en garde alternée. Donc lui, il a des contraintes, surtout les semaines où il a ses enfants. J'ai embauché une commis qui est en fait, Mamanissa est partenaire d'un programme qui s'appelle Des étoiles et des femmes. C'est une association qui aide des femmes à se réinsérer par la cuisine. Moi, je crois énormément dans ce projet qui fait plein de petits en France, qui est très dynamique. Et on a eu, donc après le départ du commis dont je vous parlais tout à l'heure, on avait une stagiaire. On a souvent des stagiaires des étoiles et des femmes. On en avait une qui cherchait un travail après l'obtention de son CAP cuisine. Et on l'a embauchée. Elle est chez nous, elle est géniale. Elle a 20 ans. Elle élève seule sa fille. C'est très compliqué, elle se bat, mais pour moi c'est un vecteur pour elle d'émancipation. Elle gagne sa vie, là elle est en train d'avoir un appartement parce qu'elle vit encore chez sa mère avec son bébé, et elle est absolument formidable. Donc pour pouvoir aussi l'aider à récupérer sa fille à la crèche le soir, parce que c'est l'association qui paye les frais de garde, évidemment elle ne doit pas finir trop tard. Donc en fait notre philosophie chez Mamanissa, c'est que toute la cuisine se fait donc sur place le jour même, le matin. Il y a ma maman qui vient, le chef et la commis. Ils cuisinent le matin. À 15h, il n'y a plus personne. Le soir, en fait, et l'après-midi, on écoule les stocks de ce qui a été préparé le matin. Et puis quand il y en a plus, on est en rupture et c'est comme ça. Et il faut revenir le lendemain. Et donc ça permet au chef de rentrer retrouver ses enfants, à cette jeune fille de récupérer sa petite à la crèche, à ma maman de retrouver mon papa, etc., etc. Et ça se passe bien et je crois qu'on va continuer comme ça. Alors nous chez Messa, on travaille un peu comme chez Mamanissa. Il faut être du matin. Nous on commence, nos équipes en cuisine, elles commencent à 4h30, 5h. Et effectivement, elles cuisinent et nous, pareil, entre 13h et 15h, suivant si on fait de la pâtisserie ou pas, tout le monde est parti. Donc on a principalement des femmes, comme disait Anne-Claire. Donc elles ont certainement des enfants. Donc nous, le mercredi après-midi, je suis chez mes sœurs, elles sont toutes chez elles le mercredi après-midi.
Et donc pas de coupure en semaine, et les week-ends on tourne. Donc on travaille que le samedi, mais on tourne pour que chacun ait un week-end complet. Donc c'est vrai qu'on fait très attention à ça. On est très bienveillante avec nos équipes. On fait des soirées de cohésion d'équipe, des réunions mensuelles. Et pareil, on est beaucoup dans la communication. Est-ce que tout va bien? Enfin voilà, on les protège un peu en fait. Non, mais je voulais juste rajouter par rapport justement à votre témoignage, c'est qu'au final, nous, quand on a voulu rajouter une demi-journée de congé à tout le monde pour faire 2 jours et demi consécutifs, vous imaginez pas le tollé des anciens chefs de service. Lui fermer une demi-journée en plus, mais c'est aberrant. Mais en fait, le client, il va faire quoi? Il va avoir les horaires d'ouverture et de fermeture, et il va s'adapter. Faut pas croire, hein. Je veux dire, il y a des restaurants dans le monde, des pâtisseries, où il y en a qui arrivent à 5h du matin faire la queue pour des croissants à 5-6 euros. Donc si on n'est pas ouvert le mercredi midi finalement, bah les gens ils décaleront. Non mais c'est vrai, et ça paraît, surtout pour les anciens dans la restauration. Mon père il fermait pas, il était ouvert 365 jours par an. Oui, ça, à un moment donné ça s'appelle un bar, clairement. C'est que on ne peut pas. Une des premières choses que ma mère elle a fait, c'est elle a dit on ferme 2 jours. 2 jours consécutifs pour tout le monde. Elle a choisi le mardi, mercredi parce qu'on est à la campagne, que quasiment tout le monde, beaucoup en plus, avait des familles, et elle a décidé de leur donner le mercredi. Ça paraissait tellement évident. Et en plus, en province, c'est des jours en semaine, c'est en plus un peu plus calme, c'est l'inverse de Paris où souvent ils ferment les samedis, dimanches, etc. Mais le client il s'adapte et il s'adaptera toujours parce qu'à un moment donné, s'il veut absolument venir chez vous et que c'est fermé, bah, il reviendra le lendemain. Ou quand c'est sold out, et ben, il fera quoi? Il viendra le lendemain un peu plus tôt. Donc, en termes d'évolution, j'entends aussi qu'il faut énormément de communication, d'écoute, et puis changer aussi les règles. Là, Blanche, vous parliez de réorganiser finalement des horaires auxquels personne n'avait voulu toucher. Anan, là où aussi tu fais bouger les lignes chez Mamanissa, c'est le fait que tu as des personnes qui ont suivi un parcours classique, on va dire, dans la cuisine, en apprentissage, et tu as ta maman qui vient au restaurant pour apprendre à des cuisiniers comment, leur transmettre, son savoir-faire, et ça c'est quelque chose que je veux bien que tu racontes parce que j'ai trouvé ça génial. En termes de témoignage aussi, en termes d'évolution. Elle a 67 ans. Oui, ma maman n'était pas du tout cuisinière, elle est retraitée de la fonction publique. Et quand je lui ai annoncé que je me lançais dans la restauration, au début, elle était très très inquiète, parce qu'elle comprenait pas que j'abandonne à un poste de cadre sup. Elle me dit, mais c'est un retour en cuisine, ma fille, tu te rends pas compte, c'est trop dur, etc., etc. J'aurais pas dû te donner le livre de 78. Au début, elle était quand même assez catastrophée. Et puis très vite, je lui dis maman, mais je retourne pas au fourneau parce que elle s'est battue toute sa vie pour étudier, pour être autonome financièrement, etc. Et elle a 4 filles, et à nous 4, elle nous a toujours poussé à faire des études. Enfin vraiment, maman, elle est très militante à ce niveau-là, très engagée dans l'éducation qu'elle a pu nous donner. Et je lui dis maman, c'est pas un retour au fourneau en fait, je vais être chef d'entreprise, je vais diriger une boîte, j'aimerais la faire grossir, et là elle me dit ok, bon je te suis. Après voilà, elle s'est calmée, elle est venue chez Mamanissa. En fait, même avant, quand j'étais chez Ferrandi, on devait donc créer notre restaurant, créer notre carte de manière expérimentale. Ça s'appelle le Concept Lab. On vous donne une salle, vous devez la décorer avec la charte graphique de votre concept, vous devez faire une carte, vous, vos copains de promo, c'est votre brigade, il y a le chef, donc c'était Eric Trochon, qui nous encadrait pour dérouler notre carte. Et donc ma mère nous avait donné toutes les recettes, et j'en en parlais avec Eric, et en fait il y avait des choses, quand on avait testé la carte avant le Concept Lab, parce qu'on devait accueillir des vrais clients qui devaient venir goûter et tester notre concept, ça a duré 2 jours, et on testait la carte avec Eric Trochon, et il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Et il me disait, mais là, c'est ta maman, c'est du tour de main, et on avait demandé de l'aide à ma mère. Il y avait des choses qu'elle nous avait préparées à la maison, parce qu'on n'arrivait pas à les faire avec Eric Trochon.
Et c'était génial parce qu'elle était venue, elle était venue manger. Et il était allé la voir en salle. Alors il est quand même étoilé, il a une aura. Et il va la voir, il dit alors madame, c'était bien ce qu'on a fait. Et ma mère qui lui dit à 99% c'était bien. Et il lui dit mais c'était quoi le 1% manquant? Et en fait c'était sur des dosages d'épices, sur certaines choses où c'était pas carré, enfin c'était... Et j'avais trouvé ça génial parce que aujourd'hui c'est ma Mélissa, la chef en vrai c'est ma mère. Mais non mais c'est vrai, même si on a un chef parce qu'il fallait un titre pour pouvoir embaucher, mais les recettes ce sont celles de ma mère. Elle est là en cuisine, c'est elle qui fait les mélanges d'épices. Tout ce qui demande un tour de main, c'est elle qui le fait. Tout ce qui est un peu technique, c'est elle. Elle demande toujours le retour des clients. Enfin, puis elle, en fait, même si à chaque fois elle me dit mais moi c'est pas mon métier, je veux pas me mêler, mais à chaque fois elle me donne des super conseils. Une fois, elle avait vu un retour sur Google parce qu'elle a toujours regardé du coup les avis et elle avait vu quelqu'un qui trouvait que l'accueil n'était pas terrible et tout. Et elle me dit mais tu sais, en fait, c'est pas des clients, c'est des invités. Il faut que tu les traites comme si c'était des invités, avec tout le sens de l'hospitalité qu'on a dans la culture quand on reçoit des gens. Enfin, ma mère, elle se plie toujours en 12. Et elle me dit, faut pas que tu considères que ce sont des clients. Puis sur le coup, ça m'avait pas parlé. Et après, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, en fait, elle a raison. Pour l'expérience qu'on doit leur faire vivre, c'est comme si c'était des invités, qu'on s'occupe d'eux, et je me dis, ma mère, en fait, ouais, c'est la chef, quoi. Tout ce qui sort, elle m'oblige à goûter tout ce qui sort. Au début, je le faisais pas parce que parfois à 8h du matin, quand vous arrivez et tout, elle vient, elle me dit, tu viens, tu goûtes tout. Il y a rien qui sort sans que t'aies goûté. Et je pense que c'est en ça que pour moi, c'est elle la chef, en fait, parce qu'elle me donne tous les codes sans qu'elle ait jamais fait ce métier, mais c'est du bon sens, je crois. Et je pense qu'il y a plein de mamans qui sont des chefs comme ça dans leur cuisine à la maison et qui pourraient faire ça de manière professionnelle. Et elle l'a fait sans avoir fait d'études dans la restauration ni rien. Et moi, ça me touche beaucoup. Oui, je crois que nos parcours se ressemblent vraiment. Nous, c'est pareil. Ouais, vraiment. Elle est très régulièrement vers nous et quand on a besoin d'un coup de main, c'est vrai, on peut le dire, elle est là et elle est derrière pour donner son idée. Quand on fait les tests pour les cartes futures, on lui donne à goûter, c'est elle qui nous fait son retour. Dès qu'elle a une bonne idée de pâtisserie, elle nous la donne. Elle nous fait tester, goûter aussi de ce qu'elle prépare. Donc non, c'est vraiment touchant parce que ça nous ressemble beaucoup aussi et on adore ce genre d'histoire du coup. Je pense que ce qui marche aussi autant, c'est qu'en fait c'est des histoires de famille, des histoires de femmes entre autres, mais c'est que voilà, c'est des clients, ils sont accueillis chez vous, enfin nous on essaie de faire ça, comme s'ils étaient chez eux. Moi le meilleur des compliments qu'on nous ait fait, c'est qu'ils me disent mais c'est génial, on a l'impression qu'on est à la maison. Nous on a des chambres, il y a la cheminée, on fait le feu de cheminée dans la chambre, ils viennent, ils ont un petit chocolat chaud, enfin, et comme là ils se disent bah c'est la cuisine de votre maman, c'est votre cuisine, c'est celle de votre mère, c'est très humain. Et en fait, c'est un métier où on oublie, c'est des humains qui, mon père il avait une citation, je vais pas la dire correctement, il disait, mais c'est des hommes et des femmes au service d'hommes et de femmes. Où en fait, c'est des gens qui vont vers des gens et c'est vraiment une notion de partage, d'humanité, et au final, je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi. Parce que les gens, ils retrouvent, ce je ne sais quoi qui fait que, c'est 99%, c'est pas 100%. Alors, je vais parler juste de ma petite histoire. Moi, j'ai pas ma maman qui m'accompagne sur mon trajet, on va dire, mais c'est elle qui m'a inspirée avec ma grand-mère, puisqu'on faisait des repas, je le rappelle, italienne et allemande, donc vous imaginez la famille que j'ai, assez grande, et on faisait des repas d'anniversaire, des repas de Noël, etc., parce que ma grand-mère qui dirigeait le bébé en cuisine avec ma mère et moi qui étions en salle, et donc c'est de là qu'est né mon métier en fait à moi, que ce soit sur mon parcours ou sur le vôtre, c'est toujours un truc de famille. En tout cas, chez les femmes, je pense que c'est souvent ça. Moi, elles sont pas derrière moi, mais voilà, ma mère, elle me suit dans tous les restaurants, elle est venue manger dans tous les restaurants. Elle est venue il y a 2 semaines au Relais Bernard Loiseau pour me faire la surprise. Voilà, ma grand-mère et ma mère sont là. Voilà. Finalement, c'est l'un de nos meilleurs alliés. Moi, ma grande sœur, on a 7 ans d'écart, moi je suis la blonde, elle est la brune, on est opposés sur tout. Non mais, physiquement, caractèrement, on est les opposés, et on est la meilleure équipe au monde, quoi. Dans nos différences, on est toujours pareil, on a le même avis,
enfin, c'est trop bien. Voilà, on va toujours au même endroit, en fait. Bon, peut-être pas le même chemin, mais on va toujours au même endroit. Alors, de par vos parcours, vos métiers, quel regard vous portez justement sur les jeunes femmes qui veulent intégrer les secteurs de la restauration et de la gastronomie, et quels conseils vous pourriez leur donner? Allez-y, hein. C'est le plus beau métier du monde. On dirait pas toujours, hein, là, parce que bon, mais foncez. Enfin, rien ne devrait vous arrêter. Et je sais pas, moi ce que je veux dire, c'est que c'est un super métier. Moi j'adore, je ferais rien d'autre, je m'éclate. Et il faut rien laisser vous arrêter, que ce soit une personne, que ce soit... On peut tout faire. On peut tout faire. On est trop fort, quoi. Non mais, faut se dire que tout est possible et, de toute façon, enfin, moi la première, hein, finalement, les seules limites, c'est celles qu'on se donne nous. Ce qui est pas facile tous les jours et, faites ça, c'est trop bien comme métier. Un seul conseil, même pas peur, en fait. Faut juste y aller, s'accrocher, parce que oui, on rencontre des difficultés, oui, on rencontre des hommes qui vont se mettre sur notre parcours et on va jouer des coudes pour être plus et encore plus. Mais tant pis, faut y aller. Au mois de mars, j'ai encore 3 femmes qui rejoignent mon équipe, donc je suis contente. Voilà, le mois de mars va être mon mois féminin. On va essayer d'équilibrer l'équipe. Aujourd'hui, j'en ai 15. On est 3 femmes en salle. C'est triste, mais ça va venir, ça va changer. Voilà. Il y a du boulot, il y a tout à faire, mais même pas peur. Voilà. Je rejoins ce que viennent de dire mes collègues. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas être naïf. J'ai découvert, je suis passée d'un métier où je passais mes journées derrière un ordi, et à la fin du mois j'avais un gros salaire qui tombait, à un métier qui est dur physiquement. Franchement, on est debout toute la journée, on piétine, faut se lever tôt. Dans les cuisines, parfois il fait très chaud, faut porter des caisses. Bon, moi je fais tout. Quand on est entrepreneur, il faut savoir nettoyer les toilettes, dévisser un truc qui marche pas, boucher des trous pour pas que des souris rentrent. Franchement, parfois on dort pas de la nuit. Au départ, moi, un mauvais avis de clients ne m'empêchait de dormir. J'avais aucun recul. Maintenant, aujourd'hui, ça va, ça passe, je réponds. Mais au début, je me disais, mince, je me suis donné tout ce mal, je mets tout mon cœur là-dedans et ils sont pas contents, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Et puis, ça me stressait. Donc, c'est un métier qui est, oui, c'est dur, oui, c'est stressant. Après, c'est un super beau métier, moi, je me sens à ma place, on se sent utile, c'est du concret. La reconnaissance de votre travail, vous l'avez en direct, quand un client vous dit qu'il s'est régalé, quand vous le revoyez le lendemain revenir avec d'autres amis, c'est génial. Après, je pense qu'il faut pas se lancer seul, il faut se faire accompagner, il faut rentrer dans des réseaux féminins comme Elles sont food, où je suis adhérente, parce qu'on se serre les coudes, on a toujours besoin de conseils, de filles qui sont passées par là, qui peuvent vous donner c'est bête, mais des contacts. J'ai aussi la chance d'avoir le réseau Ferrandi grâce à l'incubateur. Honnêtement, quand j'avais besoin de contacts pour les packaging, pour tout, je les appelais, qui je dois appeler. Et c'est des facilitateurs et ça permet de gagner du temps et de pas être seul. Donc n'y allez pas seul, mais allez-y. Voilà. Oui, moi je rejoins Amal aussi, et puis vous aussi. Je pense qu'effectivement, faut y aller. Faut pas se poser de questions. Maintenant, il faut quand même aussi effectivement se rendre compte que c'est pas facile tous les jours, qu'on fait pas ça pour l'argent, hein, clairement. Le salaire qui tombe à la fin du mois, mais enfin voilà, ça change quoi. C'est sûr que c'est pas pareil. Surtout que on compte pas ses heures. Hein, c'est tout le temps. Il faut être courageux. Il faut quand même savoir à quoi s'attendre parce que c'est vrai qu'il faut savoir tout faire. C'est exactement ça. Mais à côté de ça, c'est vraiment une belle expérience, c'est des rencontres, c'est tous les jours des rencontres. Nous, on a aujourd'hui des clients qui sont devenus des amis, mais très très proches. Il y a aussi ce côté d'être un peu constamment jugé, Google, les avis, tout ça. Bon, c'est quelque chose qui me dépasse un peu parce que c'est trop facile, un mauvais avis, quand on sait ce que nous, on donne derrière, ce que nos équipes, elles donnent depuis 15 heures du mat'. Mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre du recul, mais on prend tellement ça à cœur parce qu'il y a du travail derrière. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a tellement de retours positifs et puis c'est la satisfaction de ce qu'on a créé aussi. C'est beau en fait et du coup on est quand même content de se lever le matin, de faire ce qu'on va faire, même si on sait que ça va être une grosse journée et qu'on va être KO, mais il y a tellement de satisfaction derrière ça
je pense que ça vaut vraiment le coup de se lancer. Et alors, dans le portrait de Barbara, on parlait de bienveillance et de souci du détail. Quelles sont les qualités que les femmes apportent justement dans les métiers de la restauration et de la gastronomie? Si vous voulez, je me lance en fait, comme je venais d'un autre secteur. Une petite anecdote, en fait, on avait un stagiaire, on prend souvent des stagiaires et on en avait un, franchement, qui faisait n'importe quoi, qui m'écoutait pas. Et j'en parlais avec le chef en cuisine, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Et il me dit, mais t'es une femme et puis t'es trop polie, t'es trop gentille. Il me dit, moi, à mon époque, les stagiaires, on leur balançait des casseroles à la figure. Je lui dis, ah ouais, d'accord. En tout cas, moi, c'est pas du tout mes méthodes, c'est pas comme ça qu'on va travailler. Je pense, moi, j'essaie d'appliquer des méthodes managériales que j'ai connues avant, parce que j'ai connu que ça, dans le secteur de la restauration. Alors, au début, j'avais le sentiment que la politesse et la gentillesse étaient prises un peu pour de la faiblesse. Maintenant, mon équipe me connaît, elle est stable. Il y a une super ambiance, on fête les anniversaires, enfin, c'est des trucs où ils me disent, mais toi, t'es pas comme les autres, quoi. Il y a un esprit familial, il y a ma mère qui est là. Alors comme disait Vérane tout à l'heure, les femmes parfois ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. Ma mère les appelle tous mes enfants, qu'ils soient chefs, pas chefs, sous-chefs, commis, elle s'en fout, tout le monde c'est ses enfants, il y a une bonne ambiance. Et moi je crois que les femmes, ça apporte déjà, ça enlève de la violence, ce rapport de force permanent, sans rentrer dans les clichés. Enfin, j'ai une fille, un garçon, mais je vois parfois je sais pas, ça se fait, c'est naturel. Et puis le fait d'être ouvert aussi, d'être ouvert au changement d'habitude, d'être ouvert à la nouveauté, c'est encore une fois, c'est pas spécifiquement féminin, mais c'est ce que je constate sur le terrain en tout cas. On a un truc avec ma mère et ma sœur, on appelle ça la RAC. Résistance au changement. Alors nous on a des vieux rats qui mènent. Nous c'est des vieux rats. Ils veulent pas changer, ils veulent pas bon faire. Et c'est marrant à quel point sur des détails, je sais pas, un bouquet de fleurs qui a toujours été posé à cet endroit-là à la réception. Et ben si on change de place, c'est la fin du monde. Même voilà. Pareil, en salle, on est venu me voir en disant l'autre fois, je sais pas comment c'est chez vous, on doit jamais reconnaître votre intérieur à la maison parce que vous changez tout. J'ai changé un meuble en salle 3 de place, parce que ça libérait le miroir et l'angle, la table était plus sympa. On m'a dit ça. Alors bon, je sais pas comment vous font ça, c'est mon côté féministe qui s'énerve un peu, mais ils aiment pas le changement. C'est triste. Et je pense que oui, là je rejoins complètement, on enlève le côté violence par le changement, par nos petites touches à nous. J'ai pas envie de parler de douceur, j'ai pas envie de parler de ça, parce que c'est pas vrai. Et parlons pas de cuisine féminine, Non, s'il vous plaît. pas du tout. Ça y est, il y a trois petites fleurs. Non. Mais on apporte une nouvelle vision. Et l'autre jour, je disais au briefing, les garçons, soyez plus doux, en fait. Je disais, mais vous êtes dans un restaurant 2 étoiles Michelin, pourquoi vous marchez comme des bourrins? En fait, vous avez des talons, très bien, vous avez des chaussures, je porte les mêmes, je porte pas de talons. Donc au bout d'un moment, arrêtez. Et les filles, arrêtez aussi d'être des bourrins, je sais pas comment on peut dire, mais soyez des bourrines. Et on essaye d'apporter ça. Alors oui, moi je change pas mal de choses parce que j'aime bien ça. C'est ce que j'aime bien faire dans le restaurant. Quelle qualité on doit avoir des qualités humaines, c'est tout. Moi, en cuisine très particulièrement, avoir une femme qui dirige, la vie est plus simple parce qu'il y a beaucoup moins d'ego surdimensionné, qui fait qu'on ne peut pas discuter, qu'il n'y a de la place pour personne d'autre que le chef. Alors, c'est pas non plus une généralité, hein, heureusement, mais où nous, on est là à marcher sur des œufs, à dire tiens, peut-être que j'ai eu une idée de machin, à même pas oser finir sa phrase, parce qu'on dit oh, attends, ma cocotte, ma petite. C'est insupportable. Et en fait, c'est vrai que une femme, elle va être beaucoup plus, même ouverte, à l'écoute, à dire tiens, moi j'ai bossé dans la cuisine où la chef était une femme et tout le monde avait son mot à dire, mais même le stagiaire, mais tout le monde, on écoutait parce qu'en fait,
une bonne idée, ça peut sortir de Ça n'importe reste où. une bonne idée. Ouais. Peu importe si c'est, qu'est-ce que ça peut faire, c'est pas le chef qui a pas eu l'idée. On s'en fiche. Et c'est vrai qu'il y a ça, moins de violence, même dans le service, moins virulent dans les mots, moins de brutalité constante. Et la cuisine, c'est pas non plus tout rose et tout, voilà, hein, ça va pas être un plat où tout est rose bonbon et compagnie, hein. Faut arrêter de, enfin, ça, c'est vrai. Que ce soit en salle ou en cuisine, on fait un métier qui est difficile. Je reprends les mots de ma collègue ici. C'est très dur. On marche. Moi, je suis crevée, je vous le dis. Hein, ça se creuse ici, là, tous les jours un peu plus. On est crevé. C'est dur, mais ça vaut le coup, en fait. Pourquoi et plus Il y a du boulot. Ouais. Moi, je me suis toujours Les posé égos surdimensionnés, ça sert à rien en salle, ça sert à rien en cuisine. On communique, on papote. Moi, j'adore papoter. J'adore discuter pendant les briefings. On essaye de créer des choses pendant les briefings, des choses qui se passent. Des gens qui étaient un peu endormis quand je suis arrivée, et ben ils se réveillent. C'est ma petite fierté, c'est mes petits cadeaux par jour. Et je pense qu'avec des hommes, là, ce serait moins le cas. Alors on s'envoie des fleurs et tant pis, mais moi ça me va bien en fait de gagner des choses par jour, parce qu'il y en a qui se réveillent parce qu'ils ont des femmes devant eux et qui se disent bah là oui on peut oser en fait. Voilà. Ils peuvent se permettre de discuter, d'échanger. On est bien quand même. Nous, pour relever juste peut-être quelques atouts, on a dans notre équipe de commis plusieurs femmes qui nous donnent beaucoup d'idées sur la cuisine végétarienne qui devient aussi à la mode et qu'on essaye de mettre en avant dans nos boutiques. Donc je pense qu'il y a cette sensibilité féminine aux végétariens qui est important. Une deuxième chose, et ça c'est notre conseiller en hygiène qui nous le dit, on a un petit peu plus un point d'honneur à tout ce qui est hygiène dans notre laboratoire. Et puis la dernière chose, et je vais revenir à ce qu'on s'est déjà dit, c'est le management évidemment qui est beaucoup plus bienveillant. Et ça par contre j'en suis persuadée. Je pense que Je complète, bienveillant mais non complaisant. non, On a fait non, une formation grâce à notre nouveau DG, voilà. On a fait une formation et c'est les mots qui ressortaient de cette formation, c'est bienveillance, mais pas non complaisant. Il faut pas dire oui à tout. non, du tout. Voilà, on est bienveillant, on essaie de dire les choses comme il faut, de la On est manière dans la juste. discussion. Voilà. On ouvre la discussion, mais c'est pas le monde des bisounours parce qu'on est une femme en fait. Et si j'ai quelque chose à dire, je vous le dis aussi. Voilà. Sophie? Non? Alors peut-être dernière question avant de passer aux questions de la salle. Je m'étais noté quelles sont les figures féminines qui vous inspirent au quotidien. Alors j'ai entendu beaucoup parler de maman, de sœurs aussi également. Est-ce qu'il y a d'autres figures qui vous inspirent au quotidien ou qui vous ont donné envie justement d'exercer ce métier? Je vais être très rapide, hein. Nous c'est notre maman, clairement. Oui, nous c'est vraiment une histoire de famille, vraiment une histoire de travailler ensemble, de rendre fiers nos parents. Donc nous, clairement, c'est notre maman qui nous lie et qui nous a motivés dans ce projet. On n'est pas baigné dans la restauration, la gastronomie, comme vous avez pu l'être. C'est vrai qu'on n'a pas de figure de chef féminine, même si on est très intéressé par ça et qu'on en connaît quelques-uns de par notre maman, qui elle est très intéressée par la cuisine. Mais voilà, nous, c'était vraiment ça. Vous avez compris que pour moi c'est pareil. Qui m'a dit ça? Bon, du coup, C'est pareil. Et je dirais que d'une manière générale, ce sont toutes ces femmes qui transmettent la gastronomie, la cuisine, de mère en fille, de grand-mère à petite-fille, à petit-fils. Et on s'aperçoit que, enfin, je m'en suis aperçue, en fait, la cuisine fait partie de la culture. Vous regardez n'importe quelle culture d'un pays, la cuisine arrive toujours au centre. C'est même un vecteur de civilisation, ça porte, et c'est super important. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, derrière ça. Même si on a vu, on voit depuis ce matin qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mis en avant, il y a toutes ces femmes dans leur cuisine, dans leur petite cuisine avec un petit C qui sont chefs dans leur cuisine. Moi, je voyais ma grand-mère, par exemple, quand j'étais petite, quand elle était dans sa cuisine, c'était son territoire. Et c'était le seul moment où elle pouvait mettre dehors tous les hommes en disant, vous sortez, c'est mon espace, quoi.
Et voilà, et moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plein de femmes comme ça qui détiennent ce savoir-faire qui leur a été transmis par leur mère, leur grand-mère, qu'elles continuent à le transmettre, mais en faisant un métier, en gagnant leur vie, en étant dans une cuisine avec un grand C, et qu'elles soient aussi le chef, quoi, et qu'elles puissent y aller. Il y a besoin de les accompagner et tout, mais je suis convaincue qu'en allant les chercher, en leur montrant que c'est possible, on peut le faire. Voilà, ce sont toutes ces femmes qui m'inspirent, et il y en a dans toutes les cultures, dans tous les pays. Vous regardez des mamans, il y en a plein. Alors, je vais faire dans l'innovation. Moi, c'est déjà ma mamie, qui a 95 ans, qui est une Alsacienne têtue comme une mule, qui vit seule dans sa maison, qui refuse toute aide, qui a dû du jour au lendemain se démerder, aller bosser à l'usine, justement, faire tous les banquets de mariage de son petit village, de son petit hameau en Alsace. Elle était devenue un peu la chef attitrée de tous les baptêmes, tous les événements en Alsace, dans son petit hameau, et qui fait les meilleurs pommes de terre sautées de la terre. Et il y a pas, je sais pas c'est quoi le 1%. Non mais il y a un truc, ça ne s'explique pas. Et puis moi, ma maman, qui est pour moi la personne la plus forte que j'ai jamais vue, qui un jour, le 24 février 2003, s'est retrouvée devant 2 portes. Je ferme tout, je me barre avec mes enfants, ou d'un coup, allez, demain, je reprends la baraque. Et qui allait voir notre chef et qui lui a dit on continue, et dit ok, demain on est ouvert, on continue. Et qui continue encore, qui est encore bien au taquet, du haut aussi de ses 67 ans, comme votre maman, et qui je sais pas, qui est tellement forte, qui a toujours justement en plus mis énormément les femmes en avant, c'est quelque chose qui est très important, un peu à sa manière, parce que voilà, aussi d'une génération où il y avait beaucoup moins de féminisme, mais toujours, nous en plus on est entre filles, donc toujours mettre les filles en avant, aller dans les écoles hôtelières, parler aux filles, leur dire qu'elles peuvent y arriver, que si elle est arrivée de son petit hameau de 200 habitants d'Alsace, en fait n'importe qui peut le faire, quoi. Et elle a écrit un bouquin, et c'était assez dur pour elle, là pour un dernier confinement, parce qu'en fait elle a jamais parlé d'elle, parce qu'elle a toujours, en plus elle s'est mariée avec un mari qui avait un charisme, qui était à la télé tout le temps, qui lui a quand même dit, elle lui a dit, écoute Bernard, j'ai 30 ans, je veux un enfant, il lui a dit ok, par contre ça me dérange jamais pendant un service en cuisine. Elle a signé, elle a dit, tu sais quoi, ok, on ne dérangera jamais en plein service. Voilà. Elle a couché les matins, tout était déclenché, organisé. C'est une organisation, c'est notre époque, mais ah oui, et on est tous, moi je suis née à 10h50, après il était au service vie. Ah mais si je dis qu'il était ouvert 7 jours sur 7 toute l'année, c'était toute l'année, il était là midi et soir, quoi. Et je me dis, moi, je trouve ça inconcevable, et je me dis, mais moi, mon compagnon, il me dit ça, c'est fini, c'est ciao. Je retourne au Japon, c'est ça. Ça me paraît inconcevable, et je me dis, mais cette force, cette résilience, et cette hargne, quoi, et de se battre tout le temps, et de faire que ce qu'elle avait envie, finalement, parce que elle voulait, voilà, et après, d'avoir continué à faire vivre la maison. Et aujourd'hui, quand on pense Bernard Loiseau, on pense Dominique Loiseau. Quand on pense le relais Bernard Loiseau-Sollier, on pense Dominique Loiseau, on la voit elle, c'est elle qui représente la maison, à part entière. Quand, même une fois, Top Chef, ils avaient fait une des premières fois le jury de tous les 3 étoiles de France, c'était elle qui était là. Il y avait une femme en jolie petite robe, apprêtée vraiment. Il y avait une nana, il y avait une personne qui n'était pas en veste blanche sur les 26, là, elle était là, elle était en plein milieu, et elle n'en débordait pas. Et moi je trouve ça génial, elle s'est jamais laissée impressionner par personne, et faut que j'ai du boulot. C'est bien parti. Oui, c'est bien parti. Et lisez-le, le livre il est chouette. Émouvant. Mon parcours à moi, c'est plutôt ma maman, comme je vais faire comme tout le monde, mais mère et grand-mère, voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Une grand-mère qui a été toujours là pour ses petits-enfants, qui a fait des banquets, des repas si nombreux que je ne pourrais pas les raconter. J'ai une tante qui a écrit un bouquin de recettes avec les recettes de ma propre grand-mère que tous les petits-enfants ont chez lui. Donc c'est vraiment, quand je refais
tout bête, hein, les piémontaises de grand-mère, les gâteaux yaourt, on ressort le bouquin, mamie, comment t'aurais fait, tac, on en fait ça, tac. Voilà, et puis ma mère, qui travaille à la SNCF, rien à voir, mais un monde d'homme, et ma mère, elle a une sacrée poigne. Voilà, c'est un exemple aussi. Très bien. Je vous remercie infiniment.